Donc Jean-Baptiste, les remontées de terrain des clients Cégide autour de ce qui se passe en ce moment sur le cash. C'est vraiment, il y a deux parties. Il y a une première partie, on l'a dit peut-être en introduction, c'est pour faire des acquisitions, mais pas seulement. Il y a aussi des gens sur la remontée de terrain qui jouent leur survie sur le cash. Encore aujourd'hui, là ? Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité sur lesquels c'est pas simple. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des prêts et les trésoriers ont très bien fait leur travail pour aller chercher l'argent où il était disponible, comme le disait Maud tout à l'heure, sur le marché. Mais il y a encore des secteurs d'activité sur lesquels il y a une dégradation assez forte. Il y a encore des secteurs... On pense à l'habillement, boutique d'habillement notamment, tout ce qui est hôtellerie-restauration. Hôtellerie-restauration. Donc, ils ont été gorgés d'aide quand même, hein, voilà, Jean-Baptiste. ils ont été gorgés d'aide. Donc du coup, comment on gère ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pléthore de cash. Comment on le gère ? Parce que l'aide, à un moment donné, elle n'est pas éternelle. Donc comment on est capable d'avoir une visibilité ? Donc moi, je suis d'accord avec il y a beaucoup de cash et on va en faire quelque chose, on va en parler juste après, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des secteurs sur lesquels ils sont gorgés de cash, mais ça reste très fragile. Surtout, je vais me permettre, dans un secteur, quand on parle de petites boutiques, de certains cafés-restaurants, où on a parfois un petit peu tendance à confondre le bénéfice et le tiroir-caisse. Ah ben, complètement. Et où là, il peut y avoir quelque chose de très confusant. Exactement. Les aides, on va confondre la trésorerie des aides avec la trésorerie normale. Ouais. Et comment on va gérer ça au moment où le cycle va reprendre, peut-être un peu moins haussier pour certains secteurs d'activité. Où l'URSSAF va envoyer quand même il va falloir payer, un certain nombre de notifications. Et donc, voilà, je ne voudrais pas qu'on occulte totalement ce sujet-là. Et après, oui, il y a des secteurs d'activité. Aujourd'hui, il y a du cash, il y a beaucoup de cash. Les gens, ils l'utilisent principalement pour deux choses. La première, c'est les acquisitions, dont on a parlé juste avant. Il y a énormément d'acquisitions en ce moment sur le marché. Et donc, il y a une attraction de l'utilisation du cash pour le secteur, pour les acquisitions et les investissements sur les déploiements d'activités. Bon, on va détailler tout ça. Maud, si on dit justement alors acquisition, investissement, comment est-ce que vous regardez les choses ? C'est la stratégie de l'entreprise finalement qui se retrouve aujourd'hui facilitée par l'ensemble de ce cash disponible ? Effectivement, quand on a une poche de cash disponible, on est amené à réfléchir à une croissance externe. Ouais. C'est presque le plus simple ? C'est plus simple, oui, parce que quand on a pas mal de cash, on est bien noté, donc on a accès quand même au crédit bancaire plus facilement. Après, effectivement, on peut très bien vouloir absorber un concurrent qui est justement impacté par la crise, plus sérieusement. On peut aussi, dans un marché de volatilité des matières premières, sécuriser sa supply chain, pourquoi pas ? Ça aussi. Mais après, ce n'est pas le rôle du trésorier de souffler la stratégie auprès de la direction générale. Nous, on est là pour justement apporter des liquidités et sécuriser les financements. Mais effectivement, c'est une appétence quand on a des liquidités. Le risque, Jean-Baptiste, c'est l'inflation des prix. Oui, c'est un vrai risque. Donc, voilà. Évidemment, l'inflation des prix globalement, sur les acquisitions, l'inflation des En ce moment, Engie est en train de céder une activité de soutien industriel très intéressante, avec 70 000 personnes, je crois, c'est ça. Il se trouve que je discutais avec l'un de ceux qui voudraient aujourd'hui saisir cette cible. Il commence à être un tout petit peu inquiet de la façon dont les enchères montent, quoi. Des bulles, voilà. C'est ça. Jusqu'où ça va aller ? Donc, à un moment donné, il faudra voir comment les entreprises utilisent leur cash et à quel moment il y a un retour de situation sur l'utilisation de ce cash. Qu'est-ce qu'on peut faire alors en matière d'outils, justement, en matière de conseils, en matière de... Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de suivre ces évolutions qu'on est en train de décrire ? Les évolutions, elles ont complètement explosé. C'est-à-dire que la crise Covid et un peu avant, il y a eu une rupture des prévisions sur le cash. Avant, on gérait son cash de manière un peu historique. On avait des modèles qui étaient un peu prédictifs, on savait où ça allait. Ça a complètement volé en éclats, ou en grande partie. Alors là, il y a deux écoles. Il y a l'école, premier, je reste sur mon modèle historique et j'espère que ça va revenir dans mon modèle historique, ou je mets en place des modèles un peu différents de comment je suis capable d'analyser mon cash et qu'est-ce que je dois prendre en compte pour donc, les acquisitions,
Pourquoi pas des nouvelles ruptures avec les variants Covid, avec les nouvelles fermetures qu'il pourrait y avoir, même si ça semble s'éloigner. Et donc tout ça, ces modèles-là sont basés maintenant non plus que sur de l'historique, mais un mélange entre l'historique et du prédictif, même si, en blaguant entre nous, on dit toujours il faut prévoir l'imprévisible. Parce que effectivement, ces modèles-là, il faut avoir des systèmes hyper agiles pour être capable de les anticiper, même si on n'a pas toutes les données. Thomas ? Oui, alors nous, je dirais, chez Nickel, on a une problématique un peu particulière, c'est qu'on gère beaucoup de cash, mais on gère aussi celui de nos clients. Ouais. On doit protéger. Donc ça, c'est toute une partie, donc tout l'argent. Mais ça, à la limite, laissons-le de côté, parce que le cash de vos clients, et puis il y a la régulation. C'est quand même important parce qu'il faut qu'on fasse une bonne frontière. Oui, mais enfin, heureusement, de nos clients. Il y a une régulation d'une force telle que l'argent de vos clients, globalement... Exactement. Donc nous, tout cet argent-là, tout l'argent que nous confient nos 2 200 000 clients, on le confie, nous, à BNP Paribas, l'argent de nos clients est cantonné chez BNP Paribas, voilà, pour être protégé. Et puis ensuite, il y a notre argent à nous, qui nous permet, nous, de financer notre développement international, puisque aujourd'hui, on a démarré, donc Nickel, c'est un super succès en France, et puis c'est un succès qu'on commence à exporter en Europe. Ouais. On a ouvert en Espagne depuis quelques mois, on va ouvrir au Portugal et en Belgique au début de l'année prochaine. Toujours sur le même modèle, c'est-à-dire en s'appuyant aussi sur les bars tabac. Enfin, je veux dire, c'est quand même une spécificité française. Enfin, je me posais la question de savoir... Alors, on trouve à l'étranger des commerces de proximité équivalents. D'accord. Ça peut être station d'essence, ça peut être des choses comme ça. Ouais, voilà. Effectivement. Ouais. D'ailleurs, en France, dans les départements et régions d'outre-mer, on utilise des stations-service aussi. Ouais. En Espagne, on travaille avec les distributeurs de la loterie nationale et également des buralistes, enfin des bureaux de tabac, même si la réglementation est un peu différente. Au Portugal, on a signé un accord avec la chambre de commerce portugaise. Et donc, revenons sur le cash. Et donc, ce que nous a apporté notamment... Cégide. C'est pour ça qu'on travaille avec Cégide, c'est que on est obligé de gérer énormément d'opérations, de gros volumes. Et Cégide nous apporte un interpréteur comptable qui nous permet de traiter ces volumes en très forte croissance et de les traiter dans les différents pays également, en respectant les réglementations locales, en respectant la fiscalité locale. Voilà, donc c'est une solution qui nous a été apportée et qui nous permet comme ça de nous développer à la fois en taille, mais également en s'internationalisant. Et il y a une notion de course de vitesse dans l'ensemble de ces opérations ? Nous, on est sur un marché qui se développe extrêmement vite. Donc, il faut qu'on assure cette présence. Le marché est grossi, il faut qu'on prenne notre part du gâteau. Ouais. Et donc... Cégide nous a apporté l'un des éléments qui nous permet aujourd'hui d'accélérer et d'occuper cet espace avant que d'autres ne le fassent à notre place. Jean-Baptiste ? On revient sur l'agilité, c'est-à-dire être capable d'aller très très vite sur des prises de position marché. C'est un des éléments un peu nouveaux aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'a plus le temps d'attendre des déploiements parce que des concurrents vont prendre la place, parce que des disrupteurs vont arriver, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut avoir les outils qui soient suffisamment agiles pour nous permettre de le faire. Maud, ce que disait Jean-Baptiste sur on peut plus regarder, enfin ça a été une des grandes phrases d'ailleurs, notamment de la fonction finance, on peut plus regarder dans le rétroviseur. Le rétroviseur a explosé, et c'est vrai que quand on se basait sur des modèles qui en fait répliquaient le passé, on se rend compte que ça fonctionne plus. Comment est-ce que les trésoriers d'entreprise résolvent cette équation compliquée ? Alors, effectivement, on a eu besoin d'avoir une agglomération de données, qu'elle soit précise durant cette crise Covid. Et maintenant, l'exigence des trésoriers, c'est justement d'avoir une granularité de l'information. Ouais. Donc, on a réduit les mailles du filet pour avoir un cadencement aussi beaucoup plus rapide. On était parti justement sur des modèles plutôt un peu... non pas poussiéreux, mais un peu d'avant Covid, avec des tableurs Excel, pourquoi pas, et puis un cadencement plutôt mensuel, voire trimestriel. Maintenant, désormais, le trésorier cherche une agglomération de toutes ces données, partout dans tout son groupe, et le plus rapidement possible pour pouvoir justement ajuster sa politique de flux. Alors ça, c'est super intéressant parce que je voulais justement qu'on finisse là-dessus, c'est-à-dire dans l'aéronautique par exemple, il y a des entreprises qui en fait ne s'étaient jamais posé la question du cash disponible parce que de toute façon, il y avait une telle croissance que le cash était là. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a eu dans les entreprises, mais alors à l'intérieur des entreprises,
cette prise de conscience de la part des métiers, par exemple, que le cash, c'était l'affaire de tous? Alors oui. C'est ça, hein? Absolument, absolument. Et hélas, il faut qu'il y ait des crises, et on est des métiers de risque et de métiers de crise, justement, pour diffuser la bonne parole au sein de l'entreprise et sensibiliser l'ensemble de tous les collaborateurs, puisque non financiers, à justement le déploiement de cette culture cash au sein de l'entreprise. Donc effectivement, les non financiers se sont aussi emparés de ces problématiques-là et de ce sujet-là qui reste le maître mot pour une entreprise. On est passé d'une vision EBITDA à une vision cash désormais au sein de l'entreprise. C'est ça. Et nécessité de digitalisation pour faire remonter les informations le plus vite possible? Le plus vite possible. Le plus vite possible et le plus précis possible. Et le plus précis possible, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit simple. Pour que les métiers vous remontent les informations le plus vite possible, il faut que ce soit simple pour eux, sinon ils ne le font pas. Il faut que ce soit simple et bien déployé aussi. Donc il faut l'adhésion également des chefs de filiales, notamment des directeurs de filiales. C'est un boulevard pour vous, ce qui est en train de se passer là. Enfin, pour vous et vos concurrents d'ailleurs. Voilà, c'est absolument passionnant. Tout à fait, c'est passionnant parce qu'il y a plein d'usages qui sont en train de changer. Je reviendrai sur ce que disait Maud. La simplification est importante, évidemment. Parce qu'on a eu des modèles de prévision de trésorerie qui étaient très compliqués, voire inutilisables sur la durée. Et avec la crise, on revient quand même à des modèles un peu plus simples d'utilisation. Et ça, c'est génial, parce que quand on a un modèle simple, qu'on le diffuse dans toute l'organisation, qu'on a des remontées en centrale, on a une vue cash globale. Et ça permet en plus de diffuser cette culture cash qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Et l'idée, comme on le disait avec Maud, il faut que les métiers puissent rentrer vite, de manière très simple, l'ensemble de leurs opérations pour que le trésorier soit informé quasi en temps réel. En fait, c'est ça l'idéal aujourd'hui. En temps réel. En temps réel. En temps réel. C'est un peu la différence entre la gestion du cash court terme qu'on faisait historiquement, les prévisions de cash qui étaient moyen-long terme, c'est-à-dire en gros 6, 18 mois, voire du pluriannuel, et au milieu, il n'y avait rien. Et au milieu, il n'y avait pas cette visibilité qu'on pouvait donner aux opérationnels de réconciliation entre le court terme et la prévision moyen terme. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, alors, juste une petite conclusion, il nous reste 30 secondes, mais alors parce que là, c'est évidemment, on est dans une émission B2B, mais il y a aussi le cash des particuliers. Il est considérable sur les comptes bancaires. À un moment, vous allez taxer ça, non? Tarifer ça? Alors, chez nous, jamais. Chez nous, non. À un moment, il va falloir le forcer à sortir. Faire ce que la BCE fait avec les entreprises pour les particuliers. Il y a déjà des banques qui le font. Pour les particuliers, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai quelques exemples en tête. À l'étranger. À l'étranger. Oui, à l'étranger. Ou quelques néobanques même qui peuvent facturer les dépôts au-delà d'un certain montant. Ouais. Voilà. En tout cas, nous, c'est pas notre cas. Le dépôt moyen de nos clients. Les comptes nickel, c'est des comptes qu'on utilise absolument. Pour payer tous les jours. Donc on n'a pas des volumes extraordinaires, encore que certains clients oui. Mais donc non, on ne prévoit pas de le faire payer. En revanche, c'est vrai que l'encours moyen de nos clients en particulier a considérablement augmenté à travers cette crise. Il a augmenté de l'ordre de 40%. Ouais, c'est ça. Donc c'est important. Est-ce que ça va durer après crise? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils vont reconsommer cet argent? Voilà, l'avenir le dira. Merci Thomas Courtois, donc le président de Nickel, et Maud Duchet, présidente de la commission BFR de l'Association française des trésoriers d'entreprise. On continue cette émission de rebond.